Eh bien, renversons la table. Ah, voilà. Non mais, posons-nous les bonnes questions. On a des fleurons incroyables, on a des talents exceptionnels Dans tous les domaines. qui sont piqués dans le monde. Oui, Donc, ingénieur, et là, médecin. non mais d'accord, mais là, c'est là où il faut se battre. Pour valoriser ces boîtes-là, pour valoriser ces talents-là, et pour surtout pas avoir peur de la concurrence, même si elle est déloyale. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu Langlois, l'ancien médecin du RAID. Mathieu, tu as été l'un des premiers à rentrer dans le Bataclan au moment des attentats. Qu'est-ce que tu as ressenti en tant que médecin et aussi en tant qu'homme ? Les deux sont liés, et surtout dans ces moments-là. On se préparait, nous les médecins au RAID, on se préparait à ces cas de figure de ce qu'on appelle les tueries de masse. Mais même si tu es prêt, c'est une plongée dans le chaos, la nuit noire, le temps s'arrête. Et là, tu dois faire ton métier en te mettant dans une bulle. C'est pas une bulle pour être un robot du tout, c'est une bulle pour rester humain, mais en te protégeant, parce qu'il y a tellement de souffrance et de dureté que si tu veux être efficace dans ton métier, il faut arriver à te protéger, donc à te mettre un peu dans ce que j'appelle dans une bulle sensorielle, pour à ce moment-là être à 100% sur les actions que tu vas mener, les décisions que tu vas prendre, les gens avec qui tu vas travailler. Voilà. Quand tu as fait des études de médecine, je suppose que tu imaginais pas du tout ce type de situation. Tu aurais pu être médecin de ville. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au RAID ? Quand j'ai fait médecine, moi, ce qui m'intéressait, en plus, moi, je faisais beaucoup de sport à côté, et ce qui m'intéressait, c'était l'aventure humaine. Je faisais ce métier pour soigner, pour aider, pour secourir. Je voulais faire du secours en montagne, moi. Et donc, c'était cette aventure humaine confrontée à des choses difficiles, la peur, la douleur, la mort. Et c'est par étapes. Il n'y a pas eu un parcours tracé. C'est des rencontres. Et c'est ça qui m'a un jour amené au RAID. Et puis. Mais tout le monde n'arrive pas au RAID parce que c'est quand même l'élite. Il faut cocher pas mal de cases pour pouvoir intégrer des Quelles cases, par exemple ? D'abord, il faut un parcours médical qui correspond à ce qu'on attend d'un médecin, c'est-à-dire plutôt lié à l'urgence vitale, à la catastrophe, à la médecine de catastrophe. Tout ça, c'est un parcours médical déjà un petit peu particulier, mais c'est sûr que les tests de sélection, ils sont faits pour recruter des personnes qui nous donnent des garanties très élevées sur cette problématique-là, qui est la capacité à décider sous stress. Dans des domaines différents, on protège tous les deux la France. Toi, la vie des Français, et moi, la santé de la medtech. Aujourd'hui, les hôpitaux publics achètent à 90% étrangers, et particulièrement américains, et donc très peu français. Qu'est-ce que tu en penses ? Je l'ai vu en tant que prescripteur. Ceux qui décident des achats dans l'hôpital ne sont plus c'est les centrales d'achat. C'est les centrales d'achat. C'est plus le médecin qui, finalement, ou l'infirmière qui est l'utilisatrice, qui va décider entre tel type de seringue ou tel autre, quelle est la plus intéressante à utiliser. On va quand même les centrales... On ne demande pas l'avis des médecins. Non, malheureusement. Moi, je suis pour que la décision elle soit partagée. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux économiques que tout soignant doit comprendre. Ce qui est dommage, et ce qu'on a, je pense, malheureusement perdu, c'est que ce soit une co-participation dans la gestion d'un hôpital. Mais il y a forcément un terrain d'entente. Les achats publics pour le matériel médical, en France, chaque année, c'est 35 milliards. À peine 10% pour les PME françaises. En comparaison, les cliniques privées achètent plus français. Ouais, je sais, j'ai travaillé. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi dans le privé. Lorsque tu étais anesthésiste, ouais, c'est ça ? Ouais, je suis toujours. Mais là, je suis dans le public maintenant. Au début, quand j'étais dans le privé, je pense qu'on était beaucoup plus consulté en tant que prescripteur. Ah bon ? Il y a un circuit plus court entre la responsable des achats et la direction de la clinique et les chirurgiens, les anesthésistes. C'est moins, les liens sont moins, je trouve, c'est mon avis perso, sont moins distendus, ce qui fait qu'on se parle plus, on peut se comprendre plus, donc on peut plus dialoguer. Et donc peut-être que ça joue, les chiffres que tu donnes, oui.
me font penser que ça peut être une des solutions pour justement que les achats, et en particulier je vais essayer d'avoir plus d'achats français qu'étrangers, passe aussi, à mon avis, par un lien étroit entre les prescripteurs, les utilisateurs, les infirmiers, les soignants, et évidemment l'administration. Souvent, les médecins, même les acheteurs, ignorent que la medtech française est en très très grande difficulté. C'est vrai qu'on est, à part quelques médecins, dont je ne fais pas partie, hein, on a un peu abandonné à la fois le volet économique, le volet innovation, toute la tech, la medtech, il y a très peu, il y en a quelques-uns, hein, mais qui ne sont pas forcément vus par la communauté médicale comme des soignants. Comme quoi, par exemple ? Moi, j'en connais qui ont essayé de monter des boîtes ou qui ont participé dans différents types de boîtes de medtech et qui sont vus plus comme des gens disruptifs à la marge et pas comme des soignants avec tout ce qu'on entend, l'éthique du professionnel de santé. Moi, je crois beaucoup à ce qu'il faut retrouver du lien. Après, c'est évident que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Quand tu parles d'innovation, il y a la Haute Autorité de Santé qui apparaît souvent comme un bloqueur. Oui, elle bloque beaucoup de choses, la Haute Autorité de Santé. On la voit plus comme un frein. Alors, on la voit sur un frein pour toutes les innovations, mais on la voit aussi un frein dans les évolutions purement, dans toutes les enquêtes, toutes les études qui permettent de faire avancer la médecine, la science. Parce que nous, les médecins, on est des scientifiques, on a besoin d'avancer par preuve. Et donc ça prend du temps. Voilà. Et je pense, et la biotech s'affranchit parfois de ça, et elle va beaucoup plus vite. Et donc il faut aussi trouver comment, justement, on peut réaccélérer et avoir des processus finalement de développement qui soient beaucoup plus simples et beaucoup plus adaptés à la médecine de demain. Tout va trop vite dans le monde dans lequel on est. Et donc, si l'HAS ne peut pas aider, si la Direction générale de la santé ne peut pas justement comprendre que le monde va plus vite, qu'il faut donc développer plus vite, qu'il faut créer des liens plus courts et tout ça, on va se faire dépasser. Enfin, voilà, on est un grand pays qui avons énormément de talent. Faisons tout pour faire prospérer ça. Mais le problème, Mathieu, c'est que les entreprises elles ne sont chinoises, pas soumises au même... Je sais tout ça. Elles produisent à bas coût, elles ne payent pas d'impôts en France avec les intercompagnies price, puisqu'elles préfèrent payer des impôts à Dublin, par exemple. Donc nous, on a des entreprises qui payent plein pot les impôts, qui... renversons la table. Ah, voilà. Non mais, posons-nous les bonnes questions. On a des fleurons incroyables, on a des talents exceptionnels. Dans tous les domaines. Qui sont piqués dans le monde. Oui, ingénieurs, médecins. Non mais d'accord, mais là, c'est là où il faut se battre. Pour valoriser ces boîtes-là, pour valoriser ces talents-là, et pour surtout pas avoir peur de la concurrence, même si elle est déloyale, même si ceci, même si cela. Tu prends dans le luxe, je vais exagérer, je suis pas sûr que Bernard Arnault, il se préoccupe tellement des concurrents, il s'en préoccupe. Tu as raison. Pour autre chose, mais il est sûr de sa force, et il n'a pas, malheureusement, dans la santé, on n'a pas de grands groupes comme LVMH. Oui, on les avait. Oui. Ce qui est triste, c'est qu'on les avait, on les a perdus. Là, maintenant, on est à une autre époque qui est de la start-up. Qui ne marche pas, d'ailleurs. Non, mais il y a des talents. Ce qu'il faut, c'est leur donner, les écouter, et puis leur donner encore plus de moyens pour qu'ils puissent se protéger et puis montrer qu'ils sont les meilleurs. Toi qui as appris à agir très très vite et dans l'urgence, si tu étais au gouvernement, ministre de la Santé par exemple, tu changerais quoi très rapidement pour faire en sorte de faire avancer plus rapidement la santé, mais aussi l'industrie de la santé? J'obligerais au changement, tu vois, en disant proposez-moi uniquement des trucs que j'ai pas vus sur la table. Je leur dirais, écoutez, voilà, vous avez 2 heures, vous avez 24 heures, je veux que vous me rendiez une fiche avec 7 propositions qu'on n'a jamais vues. Et que des trucs innovants. Mais toi, en tant qu'anesthésiste, là, aujourd'hui, si je te posais la question, si j'étais ton boss, je peux rêver un peu. Si, tu veux, j'espère. Je disais, tiens, donne-moi une mesure qui pourrait permettre de faire avancer la santé.
Je travaillerai sur arrêter de gâcher tu vois, j'essaierai de travailler sur quelque chose qui fasse qu'on arrête de dépenser inutilement de l'argent public. Dans quoi, par exemple? Moi, alors, je vois sur l'anesthésie-réanimation, par exemple, le nombre de bilans qu'on dépense, de prises de sang inutiles, il y a un gâchis monumental. Il y a peut-être des moyens, tu vois, d'avoir des datas, parce qu'on a besoin d'avoir du data pour mesurer des risques. Ça, je ne suis pas... évidemment, si tu veux. Mais quand on voit qu'on fait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'examens, à plus savoir qu'en faire, il y a forcément une modernisation de tout ça. Si j'étais là actuellement, voilà, si j'avais des responsabilités, je travaillerais beaucoup sur nous-mêmes, les opérationnels, comment on va arrêter de gaspiller l'argent public. Il faudrait déjà qu'on sache combien on dépense, nous, praticiens. Tu demandes à tous les médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, tous, ils pourraient te lister, pareil, dans ta fiche des 7 innovations, tu leur demandes les 7 gaspillages quotidiens que tu vois. Et soigner en sachant ce que tu dépenses, c'est mieux. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour les Français, tout ce que tu fais encore. C'est vraiment à la fois très inspirant et je peux être que admiratif en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, ce que je retiens de mon échange avec Mathieu, c'est qu'il faudrait recréer des circuits courts entre les soignants, l'administration, les industriels et les politiques pour améliorer le système de santé.